Bonjour, je m'appelle Adelaide Foster. J'ai passé 13 ans à vivre dans les monastères tibétains en Inde, où j'y ai suivi le cursus traditionnel de Geshe. J'ai donc fait ces études en tibétain, et maintenant, ça fait quelques années que j'enseigne le tibétain. Donc ce cours est une introduction à la lecture du tibétain. Le tibétain a 30 lettres seulement, donc c'est beaucoup plus facile que d'autres langues, par exemple comme le chinois. Il a 30 lettres et quelques styles différents de représentation de ces lettres. Donc ici, nous avons 4 de ces styles. C'est les plus courants d'ailleurs. Donc le tibétain est lu comme le français, de gauche à droite et de haut en bas. Nous avons ici la première ligne, qui est la ligne qui est écrite en Huchen, c'est-à-dire en grande tête, littéralement. C'est une écriture qui traditionnellement est utilisée pour les livres sacrés. C'est l'écriture qui est maintenant les plus courantes, je pense parce que lorsqu'il y avait les premières machines à écrire tibétaines, euh, les gens qui ont fait ces machines ont décidé d'utiliser cette écriture et ne pouvaient donc pas changer d'alphabet. Euh, donc maintenant, les journaux, etc., sont écrits majoritairement dans cette écriture, mais traditionnellement, c'était vraiment réservé pour les livres sacrés. Et puis, les 3 suivantes se regroupent dans une appellation euh, qui s'appelle Oumé, sans tête. Alors, lorsqu'on voit la deuxième et la troisième ligne, c'est considéré plus ou moins de même niveau, disons, et traditionnellement c'était réservé pour les correspondances personnelles, par exemple, ou les notices administratives, les documents administratifs en général. La quatrième ligne, par contre, était réservée surtout pour la prise de notes. De nos jours, les choses ont un peu donc changé avec la première écriture qui a pris le dessus sur les autres. Néanmoins, les enfants en général apprennent la troisième ligne, disons, cette écriture, Tsuktung, en premier. Et ils apprennent sa calligraphie. Ils ont ils passent énormément de temps à perfectionner leur calligraphie de cette écriture-là. Après, il existe beaucoup de Tibétains qui savent écrire cette troisième ligne, ce troisième alphabet, mais qui ne savent pas écrire le premier parce qu'ils n'en ont pas étudié sa calligraphie, pas formellement étudié sa calligraphie, et donc n'osent pas forcément l'écrire. Par contre, ils arrivent à la lire. Après, en général, les élèves, donc à l'école, s'ils apprennent le tibétain à l'école, ils étudient donc cette troisième écriture, le Tsutong, et puis vers l'âge de 11 ans, 12 ans, ils commencent à lire la première, le Huchen, et puis à prendre des notes en Kyuik, en quatrième, avec cette quatrième. Ce quatrième choix de graphisme de l'alphabet. Alors, ici, ce qu'il faut, donc on va étudier ce premier alphabet, donc le Huchen, parce que c'est le plus important, c'est celui qui intéresse en général le plus de monde. Néanmoins, vous pouvez voir que les mêmes lettres ont été réutilisées dans toutes les lignes, donc c'est chaque fois la même chose qui est écrite. Donc, si l'on regarde la première ligne, nous voyons qu'il y a des points, j'en ai entouré un,
Et ces points représentent la séparation entre les syllabes. Attention, pas forcément entre les lettres, mais ici, ce qui est important, c'est entre les syllabes. Donc il faut se rappeler qu'entre les points, il y a une syllabe. En général, donc, une consonne et une voyelle. Donc voici comment est traditionnellement représenté l'alphabet tibétain et ses 30 lettres. Nous voyons un système de couleurs, car ces couleurs représentent différentes tonalités. Et donc l'alphabet est rangé d'une certaine manière, surtout les 5 premières lignes de cet alphabet. Nous voyons en effet dans la première colonne le jaune, et puis le vert pour la deuxième, et le bleu pour la troisième, et le rouge pour la dernière. Le jaune représente ici des tonalités hautes et des lettres qui sont assez courtes. Le vert représente aussi une haute tonalité, et puis des lettres qui sont plus longues que les lettres jaunes. Les lettres en bleu représentent des tonalités basses et longues. Et les lettres en rouge représentent des tonalités basses et courtes. Ne vous en faites pas, vous ne devez pas forcément savoir ça tout de suite, mais c'est pour un peu comprendre comment l'alphabet est organisé. Et cette organisation peut vous aider à l'apprendre. Car en effet, regardez, si on regarde la première ligne, vous voyez la première, deuxième et troisième lettre se ressemblent. Et la même chose pour la deuxième ligne, la troisième jusqu'à la cinquième ligne. Les lettres se ressemblent car elles partagent plus ou moins la consonne. Et donc, ce n'est pas la consonne ni la voyelle qui change, mais c'est vraiment la tonalité de la lettre qui va changer. Alors, en tibétain, quand on écrit toutes ces lettres, elles incluent toute la lettre A. Et c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ce A, en jaune donc, est haut et court et représente la vacuité. D'ailleurs, il y a un sutra du Bouddha qui est le sutra en une lettre. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce sutra en une lettre, c'est cette lettre-ci, c'est le A. Donc il représente toute la sagesse aussi des Bouddhas. Donc chacune des lettres a cette lettre A, possède cette lettre A, car chacune de ces lettres a aussi la vacuité. Donc l'alphabet tibétain a été, en tout cas cet alphabet-ci, parce qu'on ne sait pas grand-chose des alphabets qui vraisemblablement le précédaient, mais cet alphabet-ci a été inventé pour traduire les textes bouddhistes de l'Inde. Et donc un roi tibétain a envoyé 5 jeunes hommes pour fabriquer un alphabet. Il les a envoyés en Inde. De ces 5 jeunes hommes, un seul est revenu, Thömi Sambhota, et en ayant inventé cet alphabet. Donc cet alphabet est utilisé depuis, je crois, le 8e siècle, 8 ou 9e siècle de notre ère. Donc, nous avons donc ces 30 lettres. Donc, maintenant que nous avons ces 30 lettres, je ne vais pas toutes les lire parce que je ne vais pas vous surcharger. Je sais très bien qu'on ne peut pas apprendre 30 signes à la fois. Donc à la place, on va regarder 4 de ces lettres. Et les voici. Aujourd'hui,
c'est les 4 lettres que nous allons apprendre. La première en jaune est haute et courte. C'est le sa. La deuxième est courte aussi, mais basse cette fois. C'est le ma. La troisième, courte et basse aussi, ra. Et la dernière, longue et basse, pa. Le son varie un peu suivant les accents pour la dernière lettre, surtout entre un b et un p. Ce n'est pas forcément facile de savoir lequel prononcer. C'est un peu entre le P et le B. Pa. Je vais les relire. Sa, ma, ra, pa. Sa, ma, ra, pa. Donc ici, chacune de ces lettres était séparée par un point, et donc on a 4 syllabes. Maintenant, nous avons vu, lorsque je vous ai montré tout l'alphabet, que chacune des lettres possédait, le son A possédait la vacuité. Et pour changer cette voyelle, pour avoir d'autres voyelles que le A dans les lettres tibétaines, on utilise ce qui peut être appelé des accents. Donc il n'y a que 4 accents. Le premier se place en dessus des lettres et c'est l'accent I. Le deuxième se place en dessous des lettres et c'est le OU. Comme il est sous les lettres, c'est OU. Un moyen même technique pour s'en rappeler. Le troisième ressemble tellement à l'accent français et qu'on peut s'en rappeler très facilement lorsqu'on est francophone. C'est et, simplement. Et le dernier se prononce O. Donc I, OU et O. Ici, il n'y a pas de différence de tonalité, car la tonalité longue ou courte ou basse ou haute va être influencée par la lettre et ce n'est pas les accents qui vont influencer la tonalité des syllabes. Donc maintenant, si nous allons voir les lettres accompagnées des accents, ce qu'il se passe, c'est que l'on garde donc la consonne, mais que ici, les voyelles ont changé. Souvenez-vous, cette lettre, la première lettre ici, si l'on ne considère pas l'accent, c'est la lettre sa. Mais avec l'accent O, cela devient so. Et vous entendez que la lettre reste haute et courte. So. La deuxième lettre était le ra, qui est court et bas. Et l'accent est le i. Donc si l'on combine les deux, cela devient ri. La troisième lettre était le ma, une lettre qui est basse et courte. L'accent, qui ressemble tellement à nos accents graves, est le e. Donc un ma plus un e devient me. Et vous pouvez entendre que la lettre reste courte et basse, mais. La dernière lettre était le ba, et puis l'accent qui est en dessous est le ou, et donc cette combinaison est lue pou. Pou. Donc je vais lire une fois les 4 lettres. So, ri,
mais, pou. Si l'on arrange ces 4 lettres dans ce cercle deviendra très pratique par la suite. Nous voyons donc, nous pouvons séparer donc ce cercle en 4 parties, avec les parties qui sont sur la droite pour les lettres longues, comme la flamme de la bougie qui est soufflée lorsque l'on dit ces lettres, parce qu'elles sont longues, et la partie sur la gauche où la flamme ne bouge pas car les lettres sont courtes. Et puis les lettres en bas du cercle sont les lettres qui ont une tonalité basse et les lettres en haut sont les lettres qui ont une tonalité haute. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore de lettres hautes et longues. Mais cela ne tarderait de venir. En général, les noms tibétains sont bisyllabiques. Ils ont 2 syllabes. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais environ 90% des noms ont 2 syllabes. Néanmoins, il existe des noms qui sont trisyllabiques, qui ont 3 syllabes, et des noms qui n'en possèdent qu'une. Et donc ces lettres que nous avons vues sont aussi des noms. Par exemple, ici, la lettre Sa, donc cette première lettre, veut aussi dire la terre, le terrain, l'endroit. Donc Sa veut dire la terre. C'est aussi un des 4 éléments de la médecine tibétaine. Le deuxième nom ici, So, cela veut dire dent, bien sûr. Alors, normalement en tibétain, les noms n'ont pas de nombre. On ne sait pas s'ils sont au singulier ou au pluriel lorsqu'ils sont seuls comme ici. Pour les utiliser vraiment dans un pluriel spécifique, on ajoutera un marqueur de pluriel, ou si l'on veut les utiliser vraiment au singulier, on ajoutera alors un marqueur de singulier. Donc ici, la terre est Sa, et les dents ou la dent, c'est So. Le mot le plus important de la langue tibétaine, c'est la chèvre. Non, c'est une blague. Donc, chèvre ici se dit Ra. Vous n'êtes pas obligé de le retenir si c'est trop dur. Mais bon, trop de vocabulaire n'est pas une erreur à faire lorsqu'on apprend une langue. Donc, pourquoi pas l'apprendre? Ra, la chèvre. Et puis, montagne se dit Ri. Ri. Donc, nous avons Ra, Ri. Ici, je vous offre un exercice de mémorisation. Ce que vous devriez faire, c'est de trouver vous-même chaque mot, peut-être de pauser la vidéo un instant pour essayer de vous souvenir de chacun des mots qui sont représentés par ces photos. Je vais les lire néanmoins, mais si vous voulez le faire avant moi, pressez pause à n'importe quel moment. Le premier est Sa, Ra, Ri, So. Deuxième ligne. Ri, Sa, So, Ra. Troisième ligne. Ra, So, Sa, Ri. Quatrième ligne. Sa, Ri, So, Ra.
J'espère que vous avez pu utiliser le bouton pause. Maintenant, nous avons un exercice de lecture. Alors, je vous encourage vivement à lire tous les mots ici par vous-même en pressant pause avant que je les lise, mais vous pouvez toujours corriger en pressant sur le bouton play. Donc je vais lire la première ligne, pressez sur pause. Sa, ja, so, ji, so, ro. La deuxième ligne. Si, ri, si, ra, so, ri. Et voilà. Voici les derniers mots du jour. Le premier mot, pour le moment, je vous conseille de ne pas vraiment l'apprendre parce que en tibétain oral, il n'est presque jamais utilisé de cette façon. Par contre, en littérature, oui, le pa peut vouloir dire la vache. En tibétain oral, c'est plutôt pachuk. Le tibétain oral a tendance à rechercher vraiment des noms bisyllabiques. Donc, pa, la vache, pou, en tibétain oral, en tibétain moderne, cela veut dire le garçon ou le fils. Néanmoins, en tibétain littéraire, c'est plutôt l'enfant. Et nous avons deux divisions aux enfants, les enfants féminins, les enfants masculins, et on ajoute alors une syllabe féminine pour les filles et une syllabe masculine pour les garçons. Mais ce n'est jamais utilisé en langue orale. Pou est vraiment universellement utilisé dans la langue orale pour les garçons. Donc fils ou garçon. Et le troisième mot ici est le mot pour fille, ce qui est utilisé pour fille à la fois en langue littéraire et en langue orale moderne. Pumo. Pumo, c'est la fille. Ou oui, fillette. Oui, la fille, voilà. Pardon. Alors maintenant, nous avons un exercice de lecture. Je vous encourage de nouveau à utiliser autant que vous en avez besoin le bouton pause. Je vais lire la première ligne. So, ri, me, pu, sa, ra. La deuxième ligne. Ma, pa, su, ré, mi. Et puis la troisième ligne. Pumo, so, so, ré, mu. N'hésitez pas à presser sur pause ou à réécouter cet enregistrement, réécouter cette page. Puis voilà un exercice de mémorisation des mots que nous avons vus aujourd'hui. Je vais de nouveau lire la première ligne et je vous encourage à nouveau à utiliser le bouton pause. Première ligne. So, ri, me, pu. Deuxième ligne. Ri,
Sa, poumon, ra. Troisième ligne, mais, poumon, ra, pou. Quatrième ligne, sa, ri, so, mais. Et puis finalement, un exercice de lecture et de mémorisation aussi, parce que tout ce qui est écrit sur cette page sont aussi des noms que nous avons vus dans cette leçon. Donc, la première syllabe ici, c'est le sa, ce qui veut dire terre ou lieu. Le deuxième mot, so, veut dire dans. Le troisième mot, ja, veut dire chèvre. Le quatrième mot, ri, veut dire montagne ou colline. Le mot suivant, ma, veut dire féminin, mère. Et le dernier mot de la première ligne, me, veut dire feu. La deuxième ligne, pa. Pa était le mot pour pachuk, la vache. Le deuxième mot, pou, le garçon. Et le dernier mot, poumo, la fille. Voilà comment on est supposé écrire ces lettres. Donc il faut utiliser normalement une plume qui a un bec plat vers la fin. Et puis voici l'ordre d'écriture. Cet ordre a été établi pour ne pas salir, pour ne pas faire de taches d'encre sur le papier. Néanmoins, c'est la façon traditionnelle d'écrire. C'est comme ça qu'on est supposé les écrire, mais si vous trouvez qu'il est plus facile pour vous de l'écrire d'une autre façon, n'hésitez pas, tant que ce soit lisible, c'est le principal. Bonne journée, et j'espère que cette leçon vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo.